Portland, Maine, à l'approche des élections de mi-mandat, la guerre commerciale menée par Donald Trump contre le Canada s'envenime dangereusement. Et là, ce conflit menace directement les efforts du Parti républicain pour rassurer des électeurs inquiets pour leur pouvoir d'achat, dans une campagne où le contrôle du Sénat américain se joue précisément dans les États frontaliers du Nord. Tout a dérapé ce week-end après la rupture des négociations, poussant Trump à augmenter les taxes douanières sur 20 milliards de dollars d'importations canadiennes. Le Canada s'apprête à riposter dès ce mardi avec ses propres surtaxes, un engrenage incontrôlable qui risque d'entraîner une hausse générale des prix et d'épingler des chaînes d'approvisionnement déjà sous tension. Face à cela, la sénatrice républicaine du Maine, Susan Collin, l'une des cibles prioritaires des démocrates cette année, a immédiatement tiré la sonnette d'alarme. Imposer de nouvelles taxes au Canada est une erreur, a-t-elle tranché lundi en pleine campagne, rappelant que le homard, les myrtilles ou le bois de charpente de son État dépendent directement du marché canadien. Le problème, c'est que cette décision met aussi sous une pression folle les républicains du Michigan, de l'Ohio ou d'Alaska, où le Canada représente un partenaire économique vital. Les démocrates comptent bien s'engouffrer dans la brèche pour tenter de reprendre la majorité au Sénat, quitte à faire oublier leur propre passé protectionniste. Trump réactive une guerre commerciale avec le Canada simplement pour satisfaire son propre ego, a réagi sur les réseaux sociaux Abdul El-Sayed, candidat démocrate dans le Michigan, qualifiant au passage son rival républicain Mike Rogers de simple suiveur de cette politique, alors même qu'un tiers des exportations de cet État traverse la frontière nord. Mark Short, ancien conseiller stratégique du vice-président Mike Pence durant le premier mandat de Trump, résume parfaitement le piège politique dans lequel se trouvent les républicains. C'est évidemment un exercice d'équilibriste extrêmement difficile, parce que personne ne veut subir la colère du président, explique-t-il. Mais en même temps, quand on représente des États agricoles, les électeurs attendent avant tout qu'on défende leurs intérêts financiers à Washington. Pendant ce temps, Donald Trump persiste et signe sans la moindre hésitation. Il faut dire que le président américain n'a aucunement l'intention de s'excuser pour les turbulences économiques actuelles. Le Canada profite des États-Unis depuis des années, a-t-il tempêté lundi sur sa plateforme Truth Social, promettant d'augmenter dès 2027 les taxes à 50% sur l'ensemble des voitures, pièces détachées et acier canadien. Avant d'asséner une formule coup de poing, nous n'avons pas besoin du Canada, c'est eux qui ont besoin de nous. En coulisses, le représentant américain au commerce, Jamison Greer, s'est efforcé de temporiser avec beaucoup plus de calme devant la Maison-Blanche. Nous ne prévoyons pas d'impact majeur, a-t-il affirmé aux journalistes. Au même moment, le vice-président J.D. Vance était en déplacement dans le Maine, saluant notre amie très indépendante Susan Collins, tout en assurant aux électeurs que l'administration gardait parfaitement en tête le statut d'État frontalier du Maine, promettant de lui obtenir un accord équitable. Attention toutefois, la sénatrice Collin n'est apparue aux côtés de Vance ni ce lundi, ni lors de son précédent déplacement dans la région. Elle préfère mener campagne en solo pour faire face au candidat démocrate Troy Jackson, un ancien bûcheron devenu figure politique locale. Pour Jackson, ces nouvelles surtaxes démontrent une fois de plus le refus de Collin de tenir tête à la Maison-Blanche. Troy a passé l'essentiel de sa vie à travailler le long de la frontière canadienne. Il sait pertinemment à quel point cette relation est cruciale pour notre économie, a rappelé son porte-parole dans Gottlieb. Pourtant, la stratégie des républicains reste axée sur la défense de leur majorité au Sénat. Lors de sa campagne de retour, Trump n'a jamais caché sa passion pour les barrières douanières, promettant que ces taxes importées rapporteraient des pactoles au trésor américain tout en relançant l'industrie nationale. Mais voilà, sur le terrain, les inquiétudes liées à l'inflation et au coût de la vie restent très vives dans ces États clés. Le Maine, l'Ohio, le Michigan et l'Alaska vivent du bois, de l'automobile, de la pêche ou de l'agriculture, autant de secteurs qui vendent massivement aux voisins du Nord, tandis que les produits canadiens achalandent les commerces américains. Même l'Iowa, bien que sans frontières directes, exporte davantage vers le Canada que vers n'importe quel autre pays. Majority Forward, un comité d'action politique proche des démocrates, avait d'ailleurs déjà diffusé des spots télévisés percutant contre le sénateur républicain d'Alaska dans Sullivan lors du dernier blocage budgétaire, scandant « Ces taxes frappent l'Alaska de plein fouet », appelé dans Sullivan et dit-il d'arrêter d'alourdir nos factures.
Le commerce international s'impose ainsi comme l'enjeu central, notamment en Ohio. L'ancien sénateur démocrate Sherrod Brown tente d'y effectuer son retour en affrontant le républicain John Husted. Proche des syndicats, Brown a historiquement soutenu des mesures protectionnistes, mais il dénonce fermement la méthode Trump. Pour lui, il y a une différence majeure entre adopter une ligne dure face à un géant rival comme la Chine et imposer des taxes imprévisibles à un pays voisin et allié. De son côté, Husted avait co-signé une lettre transpartisane appelant à la prudence dans les négociations avec le Canada et le Mexique, mais il soutient désormais pleinement la ligne de la Maison-Blanche, s'affichant aux côtés de Vance dans une usine sidérurgique pour vanter le programme économique présidentiel. C'est un jour nouveau qui se lève grâce à la politique de l'Amérique d'abord, s'est-il félicité. Pour l'instant, Sherrod Brown n'a pas directement attaqué Husted sur le dossier des taxes canadiennes, préférant cibler son soutien au centre de données ou la gestion de la crise avec l'Iran. Mais pour Laurent Franche, porte-parole du Senate Majority PAC, cet affrontement douanier s'inscrit parfaitement dans le réquisitoire des démocrates contre l'administration. C'est une preuve supplémentaire que ces choix économiques augmentent les coûts du quotidien pour les ménages, sans la moindre raison valable. Mark Short rappelle d'ailleurs que le protectionnisme du premier mandat de Trump était bien plus facile à justifier parce qu'il visait en priorité la Chine. Désormais, selon lui, nous avons tellement froissé nos partenaires commerciaux traditionnels que leur riposte consiste à ne plus acheter nos produits agricoles, fermant ainsi des marchés de substitution indispensables. Dans le Maine, J. Vance a pourtant martelé que Trump cherche simplement à rétablir les règles du jeu face au Canada. Il pense que personne n'osera riposter, mais nous en avons assez, a-t-il déclaré, reprochant au passage au Canada de traiter la Chine plus favorablement que les États-Unis. C'est terminé. Nous exigeons de la justice dans nos échanges commerciaux. Une vision bien différente de celle de Susan Collins qui a conclu en affirmant « Je souhaite sincèrement que nous revenions à cette relation amicale et mutuellement bénéfique que nous avons toujours entretenue avec nos voisins canadiens. »